Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce nouvel épisode, le gouvernement MR engagé bouleverse l'administration wallonne en supprimant le certificat de management public, jugé trop coûteux et contraignant. La porte ouverte, copains. Pourquoi ne pas juste modifier ce certificat plutôt que de le supprimer purement et simplement ? 2024 a été une année explosive pour Brussels Airport, qui a renforcé sa reprise avec une croissance sans relâche. En 2024, Brussels Airport a accueilli 23,6 millions de passagers à l'aéroport. Restez bien à l'écoute, Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7 à la une. L'administration wallonne s'apprête à évoluer. Le gouvernement MR engagé entend supprimer le certificat de management public, une étape indispensable pour accéder aux fonctions stratégiques. Pour la ministre Jacqueline Galland, ce certificat est inutile, onéreux et trop contraignant. Baptiste Lambert, journaliste au Trends Tendance. On parle quand même d'une formation qui est assez lourde, c'est 190 heures de formation et 2 examens. Et donc là, ça peut quand même être un frein. Après, du côté de l'opposition, on dit oui, mais pourquoi ne pas juste modifier ce certificat plutôt que de le supprimer purement et simplement ? Le gouvernement souhaite ouvrir les portes des postes publics clés aux candidats du secteur privé, mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Écolo, le PS et certains experts redoutent une politisation excessive des nominations. La fonction publique est historiquement très politisée, alors surtout avec le PS et le PSC à l'époque qui est devenu CDH puis engagé. Et il y a une dizaine d'années, ce sont les écologistes qui ont voulu mettre ce certificat en place pour amener un petit peu d'objectivité. Donc la question n'est pas de dépolitiser totalement la fonction publique, mais plutôt, elle était plutôt d'objectiver certaines compétences par ce certificat. Jacqueline Galland juge que ce certificat n'a pas permis de garantir des candidatures de qualité et promet des procédures de sélection plus strictes pour éviter les dérives. Christian de Vicher, professeur émérite en management public. C'est un peu naïf de croire qu'on va attirer les gens du privé avec des mouches. Si on veut vraiment attirer des profils brillants, il faut avoir des conditions intéressantes au niveau salarial, mais aussi en termes de formation et de perspective de carrière. En disant aux gens, si vous venez chez nous, vous serez évalué, c'est normal, c'est la règle du jeu, mais vous serez évalué sur base de critères objectifs et pas sur base d'un coup de tête d'un ministre qui a décidé tout à coup qu'il veut se débarrasser de son directeur général parce qu'ils n'ont plus les mêmes idées. De nombreux experts partagent ce constat, soulignant que la formation continue et une vision claire du projet wallon sont essentielles, sans quoi la politisation des nominations risquerait de se renforcer. Z sur 7 à la une. L'année dernière, Brussels Airport a affiché une activité florissante. Depuis la crise sanitaire, l'aéroport poursuit sa croissance, une tendance affirmée tout au long de l'année écoulée. Ihsan Chihoua Lekli, porte-parole de Brussels Airport. En 2024, Brussels Airport a accueilli 23,6 millions de passagers à l'aéroport. C'est une croissance de 6,4% par rapport à l'année passée. On s'approche des performances de 2019, année où Zaventem a enregistré plus de 26 millions de voyageurs. En 2024, l'aéroport a encore renforcé son réseau et le nombre de compagnies aériennes. Notre réseau s'est élargi du côté passager avec 10 nouvelles destinations l'année passée et 5 nouvelles compagnies aériennes. Et on a accueilli des nouvelles destinations intercontinentales comme Singapour, Bangkok. L'impact des longs courriers s'est aussi fait sentir dans le transport des marchandises, avec une croissance de 5%. Et 733 000 tonnes de fret, selon la porte-parole de Brussels Airport, l'aéroport suit la tendance mondiale,
offrant un atout stratégique aux entreprises belges. Du côté cargo, on a vu 4 nouvelles partenaires ici à l'aéroport, donc 4 nouvelles compagnies aériennes pour le fret. Donc c'est important pour notre réseau, pour les passagers, pour avoir une offre plus élargie. Et côté cargo, pour les entreprises belges, pour l'importation et l'exportation. Le développement de Brussels Airport se confirme avec un record de passagers par vol. Mais le nouveau permis d'environnement fixe des limites d'exploitation, permettant une croissance jusqu'en 2032, sans perspective au-delà. Il y a des procédures en cours, il y a une procédure européenne qui doit être suivie avant de mettre des contraintes d'exploitation. Donc nous attendons le résultat de cette procédure. Brussels Airport ne ralentit pas son expansion et annonce pour 2025 2 nouvelles destinations majeures, Hong Kong et Atlanta. Z sur 7 à la une. D'après Eurostat, les prix de l'immobilier ont bondi de 54% au cours des 15 dernières années. Un chiffre à remettre en perspective. Catherine Kemp pour l'Union professionnelle du secteur immobilier. Ce chiffre doit être mis en relation avec l'inflation. Sur ces 10 ans, donc, on a constaté un taux d'inflation également de 40%. Donc, on constate que le prix de l'immobilier suit l'inflation, ce qui est une bonne chose. On peut se rassurer qu'un investissement immobilier suit l'inflation et ne se dévalorise pas. Malgré son ampleur, cette augmentation s'inscrit dans la moyenne européenne. En revanche, dans des pays comme la Hongrie et l'Estonie, les prix ont quasiment triplé. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette différence. Cédric Van Mersbeek, expert immobilier chez Deloitte. Soit la pression démographique était tellement forte que les prix ont suivi cette augmentation de la population, comme au Luxembourg par exemple, ou simplement l'intégration plutôt récente des pays de l'Est dans la zone euro avec un rattrapage sur les prix qui ont contribué à une augmentation beaucoup plus significative des prix de l'immobilier que dans les pays les plus vieux au niveau européen. Les loyers suivent la même tendance, avec une hausse de 26% pour nos locations, un niveau qui lui est supérieur à la moyenne européenne. Les plus jeunes générations sont moins enclines à vouloir devenir propriétaires, regardent davantage le marché locatif. Il y a aussi le fait que certains ménages sont contraints maintenant d'aller vers le marché locatif et donc il y a cette augmentation de la pression sur ce marché spécifique qui engendre finalement un rattrapage et ou une croissance beaucoup plus importante que sur le marché acquisitif. En Wallonie, les droits d'enregistrement ont chuté de 12,5% à 3% depuis le début de l'année. Avec des transactions en forte hausse, les prix de vente pourraient continuer de grimper. D'après une étude d'ING, une augmentation de 3% est attendue en 2025, suivie de 3,8% en 2026. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Le 20 janvier prochain, Donald Trump sera investi président des États-Unis. Peter de Keyser nous éclaire aujourd'hui sur les conséquences de cet événement pour l'Europe et la Belgique. Premièrement, quel impact l'axe Donald Trump-Elon Musk pourrait-il avoir sur l'Europe et la Belgique ? Alors d'abord, il est clair que les États-Unis, sous Trump, vont devenir un pôle d'attraction pour les investissements, les entrepreneurs et les capitaux du monde entier. Les prix élevés de l'énergie ont porté un premier coup à l'industrie et à la compétitivité européenne, mais une Amérique favorable aux entrepreneurs, innovante et disposant d'une énergie bon marché, le sera encore plus. Si nous n'y prenons pas garde, les États-Unis vont devenir un aspirateur qui dévore nos entreprises, notre innovation et notre prospérité. Qu'allons-nous faire ? Allons-nous surtout continuer à fulminer sur toutes les déclarations de Trump et son entourage ? Allons-nous continuer à croire que notre supériorité morale européenne va nous sauver ? Allons-nous nous pencher sur les conséquences d'une politique beaucoup plus transactionnelle de Trump et sur la manière de nous en prémunir ? Deuxièmement, l'Europe a-t-elle une place à occuper dans cette dynamique ? De toute façon, la solidarité européenne, aujourd'hui, est déjà mise à mal. Le Premier ministre italien Meloni a négocié individuellement sur l'achat de satellites SpaceX pour une valeur de 1,5 milliard d'euros. Il est tout à fait concevable que les produits italiens échappent bientôt des droits d'importation très élevés.
En plus, le ministre néerlandais de l'économie, Bayards, a déjà rendu visite à Robert Lighthizer, le nouveau tsar du commerce américain, pour négocier des tarifs préférentiels. Que se passerait-il, par exemple, si un pays européen interdisait bientôt X, ou même l'ensemble de l'Europe? Quel serait l'impact sur les tarifs d'importation? Finalement, quelles sont les mesures à prendre pour la Belgique? Pour nous, c'est important, il y a 4 points qui sont très importants. D'abord, former un gouvernement dès que possible et faire comprendre à tous que des années difficiles nous attendent. Le rétablissement de notre budget et de notre compétitivité exigera des sacrifices de la part de tous. 2. Organiser des missions commerciales aux États-Unis dès que possible. Établir autant que possible des contacts économiques, diplomatiques, politiques et militaires. Le temps des principes moraux, des valeurs universelles et des intérêts communs avec les États-Unis est révolu. 3. Rendre la Belgique à nouveau attrayante pour les investisseurs. Promettre à tout nouvel investisseur de plus de 500 millions d'euros, par exemple, une procédure réglementaire accélérée. Tous les permis seront délivrés dans les 3 mois. 4. Et dernier, montrer clairement que nous ne sortirons qu'ensemble en tant que pays. Les pays qui ont un sens aigu de la citoyenneté et un destin commun sont plus forts et plus résistants lorsqu'il y a la turbulence. Regardez la Finlande, regardez la Suisse. Sur l'échelle entre nous et moi, le pendule a basculé vers le moi ici. Cela nous affaiblit en tant que société, en tant qu'être humain. 11 millions de « je » vont stagner alors que nous pouvons relever tous les défis. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour clore cet épisode, Guillaume Duchesne, analyste à la Banque Transatlantique, nous parle des tendances des marchés et des résolutions économiques pour l'année. Et en parlant de résolutions, ce mois-ci, c'est le Dry January. Alors, comment se porte le secteur de l'alcool en ce moment? Alors, en termes de consommation, c'est clair qu'il y a une tendance plutôt baissière, donc il y a eu vraiment une contraction. En Europe, on a baissé de manière assez systématique, donc on a perdu 25% de consommation en 40 ans, donc une baisse qui est assez régulière avec des changements de comportement. Alors on voit, c'est plutôt dans les pays développés qu'il y a une baisse de consommation, dans les pays émergents il y a une petite compensation où ça remonte un petit peu, et puis une différence aussi en fonction de l'âge. Ce sont les plus âgés qui ont tendance à boire un petit peu plus ou à maintenir en tout cas leur consommation. Mais en Europe, on est à peu près à 10 litres, un peu moins de 10 litres par personne en moyenne. La tendance du sans-alcool se fait sentir et plusieurs ajustements ont été réalisés ces dernières années pour s'adapter à cette tendance du marché. C'est ce que font les entreprises. Donc face à cette diminution de la consommation pour les spiritueux, pour les brasseurs, c'est quand même un souci. Donc il y a l'alternative qui est de trouver les produits sans alcool. Donc ça reste quand même assez confidentiel en termes de poids dans leurs revenus, dans leur chiffre d'affaires. Mais bon, ça progresse. Donc il y a une accélération quand même. On est avec des croissances qui sont plutôt à 2 chiffres un petit peu partout. Mais en niveau absolu, la bière sans alcool, par exemple, aux États-Unis, représente simplement 2% de la consommation. En Allemagne, un petit peu plus, 7%. Mais une évolution et un intérêt réellement de certaines entreprises. Donc ils ont des rhums sans alcool. Ils achètent des sociétés qui sont investies comme Ritual dans la partie sans alcool, LVMH aussi, dans les mousseux sans alcool. Donc il y a une volonté un petit peu de se développer dans ce domaine-là pour trouver une alternative au problème de baisse de la consommation de l'alcool. Il est vrai qu'il y a un changement de tendance, mais ce seul facteur ne suffit pas à expliquer la contre-performance. Alors, il y a le changement de tendance, il y a aussi vraiment un souci, parce qu'il y a vraiment eu un certain nombre de communications, et notamment très récemment, on a eu la communication du médecin-chef des États-Unis, donc qui s'occupe un petit peu de la politique de la santé là-bas, qui a donné une liste d'études qui montrent le lien avec le cancer. Donc la consommation d'alcool augmente le risque de cancer, et avec une possibilité de mettre carrément un écusson sur les produits indiquant que ça augmente le risque de cancer. Donc ça, évidemment, ça a été négatif. Donc il y a un sentiment qui est assez négatif. Donc ça devient, parce qu'a priori, c'est un secteur qui est assez défensif en général, qui tient quoi qu'il arrive, quel que soit le cycle économique. Et là, on voit que le secteur perd totalement ce rôle-là. Donc il y a un changement de tendance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'évolution politique internationale. Donc la guerre commerciale a un impact quand même assez fort. Donc toute la question autour de ce que les Américains peuvent faire
Parce que le problème de ce type de produit, c'est que c'est assez visible, c'est appellation contrôlée, donc on sait d'où ça vient. Donc dans une guerre commerciale, c'est assez systématique. Donc Trump a une volonté de contrôler, et on l'a vu fin d'année avec l'élection de Trump, le secteur a été pénalisé. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'à mon avis, Trump, il va vouloir agir assez rapidement parce qu'il a peu de temps devant lui. Il y a les mi-termes dans 2 ans, donc il faut réellement agir rapidement. Donc il va annoncer tout de suite la couleur. À quel rythme, on n'en sait rien pour le moment. Et puis l'autre point qui a été assez négatif également en fin d'année pour le secteur, c'est aussi toute la partie liée à la Chine. Il y a des mesures qui ont été prises à l'encontre des voitures électriques chez nous. Et la mesure de rétorsion des Chinois, ça a été de taxer le cognac. Donc là, on voit vraiment un impact. Donc il y a quand même réellement des vents contraires assez importants. Il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que ça revienne. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi allons-nous parler demain ? Demain, vous découvrirez les points marquants de la une du Trends Tendance accompagnés de vos analyses économiques. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce de Pareto pour découvrir pourquoi un crédit peut vous offrir une protection efficace contre l'inflation. Pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous ? Un crédit vous fournit une couverture magnifique contre l'inflation. Tout à fait. Le grand avantage d'un crédit qui est pris sur taux fixe, c'est que pendant 10, 15, 20, 25 ans, la mensualité du crédit ne se verra pas augmenter. Or, des loyers qui sont perçus sur les immeubles de rapport et les investissements immobiliers vont pouvoir être indexés au fil des années avec l'indice de la santé, donc l'inflation que nous connaissons, actuellement qui tourne aux alentours de 3 à 4%. Et ensuite, l'immobilier va prendre une plus-value au fil du temps. Et la raison pour laquelle l'immobilier est une couverture contre l'inflation, c'est que quand vous disséquez un bien immobilier, vous allez retrouver 2 choses. Tout d'abord, les matières premières et ensuite de la main-d'œuvre pour aller assembler toutes ces matières premières. Mais quand l'inflation augmente, les matières premières augmentent et le coût de la main-d'œuvre augmente également. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.